s'il faut revenir sur le cadre, sur les élections de 2010, je rappellerai que l'opposition s'est retirée du processus électoral de 2010 en dépit de l'engouement qu'il y avait avant les échéances électorales. Cela a fait que nous avons des institutions aujourd'hui dominées de manière écrasante par un seul parti, le CNDD-FDD, un ancien mouvement rebelle, mais qui a gagné les élections en 2005. Nous avons un Parlement dominé à plus de 80% de sièges par ce parti. Des autres partis au Parlement se trouvent aussi au gouvernement, ce qui fait qu'on n'a aucune opposition dans le Parlement du Burundi. Nous avons observé un phénomène de harcèlement des militants de l'opposition, l'exil des leaders de l'opposition, un phénomène d'exécution extrajudiciaire qui a été très important en 2011. Les Nations Unies ont compté 61 cas d'exécution extrajudiciaire et la société civile a compté 78 cas. En 2012, le phénomène existe encore. Récemment, 5 corps ligotés ont été découverts dans la Rusizi, ce qui signifie que le phénomène existe et est toujours inquiétant, d'autant plus que les auteurs de ces crimes bénéficient encore d'une certaine impunité. Du côté de la société civile, dans cette situation, la société civile s'est trouvée en quelque sorte fragilisée par le fait que, restant seule sur le terrain de la critique ou de la dénonciation, elle est perçue aujourd'hui comme une autre forme d'opposition au pouvoir en place, de même que la presse par laquelle passent toutes ces critiques, où s'expriment toutes ces dénonciations. Alors, par conséquent, le pouvoir est tenté d'initier un certain nombre de projets qui tendent à limiter les libertés publiques. C'est vrai, le Burundi était reconnu jusqu'ici comme un pays de liberté. Nous avons une liberté d'expression probablement la plus importante dans toute notre sous-région. Mais il y a des textes qui inquiètent, un projet de loi sur la presse qui tend à mettre fin à la protection des sources pour les journalistes et qui accroît des sanctions contre des journalistes, un projet de loi sur la liberté d'association qui va imposer aux organisations de se faire enregistrer chaque année, une tactique qui est déjà utilisée par un bon nombre de pays pour faire taire la société civile, et un projet de loi sur les manifestations publiques et les réunions publiques qui donne des pouvoirs exorbitants à l'administration pour interdire des réunions ou des manifestations en invoquant l'ordre public sans définir ce que c'est que l'ordre public. Nous sommes inquiets sur ces évolutions, en plus de différentes autres formes de menaces qui existent sur les défenseurs des droits de l'homme, des menaces parfois d'ordre physique. Ici, je rappellerai qu'un activiste de lutte contre la corruption, Ernest Manirumva, a été assassiné en avril 2009. Et depuis, nous n'avons pas de lumière sur cet assassinat. Et certains rapports parlent de l'implication des services de renseignement et de la police nationale. Nous avons connu d'autres cas, comme le président de Parsem est récemment condamné à 5 ans de prison pour avoir dénoncé la corruption dans les recrutements au ministère de la Justice. Nous avons le cas d'un journaliste en prison, condamné récemment à la perpétuité pour avoir joué son rôle de journaliste en couvrant la naissance d'une rébellion en Tanzanie, et il est accusé de terrorisme. Voilà, ce sont des évolutions qui sont inquiétantes, mais nous pensons que la mobilisation au niveau national et la mobilisation de la communauté internationale pourraient aider dans l'amélioration ou dans le maintien des libertés publiques dans ce pays. D'abord, je dois dire, en 2008, il y a une étude qui a été commanditée par la Banque mondiale, qui a été effectuée par une maison d'experts CERTI, qui a confirmé l'existence d'une corruption endémique au Burundi et qui touche plusieurs secteurs, la justice, la police, les douanes, l'administration, et plusieurs secteurs, l'enseignement, la santé, etc. Et à l'époque, alors, le gouvernement a pris une bonne initiative de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et il y a eu des institutions de lutte contre la corruption qui ont été créées. Il y a eu une brigade spéciale anticorruption, il y a eu une cour anticorruption qui a été créée, et un parquet, évidemment, puis la cour anticorruption. Il y a d'autres institutions de contrôle comme l'inspection générale de l'État, il y a la cour des comptes, il y a l'institut d'ombudsman. Mais
Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces institutions n'ont pas eu de cadre légal qui les permet de fonctionner d'une façon correctement pour créer des résultats visibles. D'abord, ils travaillent dans une situation où, par exemple, les hauts cadres, ce qu'on appelle le principe de privilège de juridiction. Imaginez-vous des institutions de lutte contre la corruption qui mobilisent les moyens humains, les moyens matériels suite aux salaires et aux avantages accordés aux magistrats affectés dans ces institutions, mais qui ne peuvent pas investiguer sur une affaire de corruption qui implique les plus hautes autorités, les ministres, les gouverneurs, le maire de la ville, les directeurs généraux des entreprises publiques. Alors que par excellence, ce sont ceux-là même qui gèrent les fonds publics, qui sont impliqués dans différentes infractions de détournement des deniers publics. Et on a pu aussi constater que les institutions de contrôle des finances publiques, même s'ils essaient, si ces institutions essaient de faire des investigations sur un ou autre dossier, ou même quelquefois quand ils arrivent à épingler certains hauts cadres sur des dossiers de malversation, il y a aussi des dossiers qui sont dénoncés par la société civile, mais on a pu constater que dans la chaîne, dans le système national d'intégrité, il y a un pilier qui devrait être le dernier rempart de la lutte contre la corruption, qui est la justice, qui est mort. La justice est morte. On doit dire que actuellement, les dossiers qui sont transférés à la justice sont traités avec une lenteur singulière. Imaginez-vous, il y a des hauts cadres des entreprises qui ont été arrêtés suite aux malversations économiques dans des entreprises stratégiques de l'État qui ont été arrêtés en 2010. Mais jusqu'à actuellement, les audiences ne sont pas organisées. On dirait que ce sont des dossiers qui ont plusieurs ramifications qui risqueraient d'impliquer, de créer certains dommages collatéraux au sein des hauts cadres de l'État. Il y a un dossier, par exemple, Falcon 50, où le Parlement avait eu le courage de mettre sur pied une commission d'enquête, mais à la veille de la présentation des résultats de l'enquête, en plénière, le Parlement a été dessaisi du dossier et il a été transféré à la justice. Et maintenant, on attend la justice. Tous ces dossiers qui sont sur lesquels enquêtent ces institutions de contrôle, ils causent un tort énormément financier au trésor public, mais quand ils sont transférés au parquet, la suite n'est pas connue. Je dois dire que c'est un problème qui est visible, mais on doit dire que suite à la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption, un document qui a été élaboré qui trace certaines orientations en matière de lutte contre la corruption, on prétend que sa mise en application peut faire bouger, surtout sur l'amélioration du système national d'intégrité, système qui compte tous les piliers de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Surtout que le constat actuel, même si on fait une enquête à travers les représentations de la brigade anticorruption à travers les provinces, même à Mairie de Bujumbura, on voit que les infractions les plus commises en matière de corruption au Burundi sont les infractions connexes à la corruption. C'est le détournement des biens publics, le favoritisme au niveau des marchés publics et le trafic d'influence dans le recrutement au sein de l'administration publique. Je le dis parce que récemment, il y a eu un rapport de Transparence internationale qui a consacré l'évolution du Burundi en matière de lutte contre la corruption dans le contexte sous-régional de l'East African Community. On doit dire que la corruption au sein de l'administration, la petite corruption qui implique les agents de l'administration, les policiers, là, peut avoir reculé. Mais jusqu'à maintenant, les subtilités utilisées dans le détournement des biens publics, les subtilités utilisées par les hauts cadres à travers le favoritisme dans les marchés publics gangrènent énormément au trésor public et causent un tort financier au trésor public. Et c'est pour cela alors qu'on insiste que les infractions de détournement et surtout d'enrichissement illicite et de blanchiment qui commencent à se généraliser dans notre pays. Actuellement, on voit la construction
des maisons extrêmement luxueuses avec une extravagance singulière, mais dont, pour lesquelles les propriétaires de ces maisons n'ont pas vraiment des revenus pour justifier l'exaltation de ces richesses, de ces signes extérieurs de richesse. Nous combattons pour que des réformes soient mises en application pour permettre surtout à faire rentrer au trésor tous ces biens mal acquis qui sont visibles à travers ces signes extérieurs de richesse de cette route de ce haut dignitaire de l'administration. Oui, le Burundi a organisé à Genève du 29 au 30 octobre une conférence de partenaires pour les mobiliser autour de la mise en place autour de la libération des financements pour mettre en œuvre notre cadre stratégique de lutte contre la pauvreté de deuxième génération. Nous avons effectivement constaté un engouement des partenaires autour de cette activité et nous avons apprécié les différentes déclarations qui ont été exprimées publiquement. Certaines annonçaient des montants, même des programmes. D'autres ont invité le gouvernement à négocier, à entrer en contact pour développer ensemble des programmes. D'autres ont aussi exprimé leur souci de continuer et même d'augmenter les enveloppes qu'ils accordaient au Burundi. La leçon qu'on peut tirer de cette rencontre, c'est que le Burundi intéresse encore nos partenaires. Le Burundi attire l'attention des partenaires et ces derniers voudraient effectivement l'appuyer dans son effort de développement après une sortie d'une longue crise qui a endeuillé notre pays. Toutefois, ces mêmes partenaires ont exprimé des préoccupations en rapport avec la bonne gouvernance, des préoccupations en rapport avec le dialogue politique, surtout que nous approchons les élections de 2015. Des préoccupations en rapport avec les réformes des lois en cours, une loi sur la presse, une loi sur les libertés civiles et politiques, les manifestations publiques, mais surtout aussi une loi sur les associations sans but lucratif. Et ces derniers sont préoccupés par le caractère rétrograde qui pourrait être visible, et plutôt encouragent le gouvernement à initier des lois qui démontrent, qui concrétisent un avancement positif dans le processus de démocratisation de notre pays. Oui, les partenaires peuvent faire quelque chose. D'une part, comme ils se sont engagés, il faudrait qu'ils libèrent les montants qu'ils ont promis. Deuxièmement, les programmes aussi annoncés devaient faire l'objet de négociations afin que les effets puissent être observés au niveau des communautés en termes de réduction de la pauvreté. En troisième lieu, ces mêmes partenaires pourraient devraient même encourager le gouvernement à poursuivre les bonnes pratiques et à initier des actions allant dans le sens de l'amélioration de la situation, surtout par rapport aux questions qui se sont posées. Mais dans tout cela, le Burundi a adhéré à la déclaration de Paris, c'est-à-dire qu'elle est donc alignée, elle est donc engagée sur la voie de l'appropriation, mais aussi de l'alignement. Et au niveau de l'appropriation, on peut saluer qu'il y a des outils qui sont déjà produits de manière consensuelle au niveau national. Et un des grands outils, c'est la stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. C'est un document complet qui, même dans les éléments, les éléments constitutifs, font partie intégrante du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté de deuxième génération dont nous parlons maintenant. Il suffirait que la communauté internationale, nos partenaires, nous aident à la mise en œuvre effective de cette stratégie de bonne gouvernance. Tout ce que nous exprimons comme préoccupation au niveau économique, au niveau politique, on peut parler de la corruption, on peut parler de l'indépendance de la justice, on peut parler des droits et des libertés, des lois qui sont liberticides et qui pourraient être réadaptées. Tout ça, c'est qu'on a la stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Notre souci et notre souhait et notre appel, c'est que ces partenaires nous aident à la mise en œuvre effective de cette stratégie, mais aussi au niveau de la société civile, que nous puissions être impliqués non seulement dans cette mise en œuvre, mais aussi dans le suivi effectif de l'atteinte des résultats escomptés à travers ce cadre, cette stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Nous pensons aussi à une initiative qui pourrait être étendue,
ce qu'on appelle les fonds incitatifs. Ces fonds incitatifs pourraient être un outil pour encourager les bonnes initiatives qui s'opèrent et en même temps peut-être voir comment ce dialogue politique pourrait être appuyé, comment on pourrait appuyer le retour des exilés politiques afin qu'ils participent effectivement au processus de préparation des élections, mais aussi à la campagne, pourquoi pas aussi à toute l'opération d'élection, vu qu'eux aussi se positionnent au niveau de l'échiquier politique national.